C'est bonjour, il fait même grand jour, il fait grand soleil. Nous sommes le grand week-end des 7e intergalactiques de Lyon et on est bien content qu'on ait ce grand soleil, même si on se demande, on pourrait peut-être en avoir un tout petit peu moins. Merci d'être aussi nombreux pour cette première table ronde au sein du Carbone sur notre thématique de cette année, qui est donc la représentation de la femme dans la science-fiction. Heureusement aussi quelques tables rondes qui bougent un petit peu sur cette thématique. Et on est très très content d'avoir ce premier panel sur scène tout de suite. À ma droite, j'ai donc ma co-modératrice Sylvie Alouche, chercheuse qui nous a déjà accompagnés sur la nuit des séries, spéciale aussi représentation de la femme dans les séries télé de science-fiction. À sa droite, Catherine Dufour, une habituée du festival, qu'on est très 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 heureux qu'elle nous accompagne encore aujourd'hui. À droite, alors c'est un peu plus à sa droite, encore, c'est un peu compliqué parce qu'elle est très pluridisciplinaire, Florence Porcel, vidéaste, autrice, spécialisée dans les sciences, vulgarisation, et elle adore l'espace. À sa droite, toujours, on continue, toujours plus à droite. Oui, on fait des mauvaises blagues en début de festival. Sylvie Lenné, qui nous fait quasiment l'honneur à chaque édition, sauf qu'on on nous l'avait piqué ailleurs, de venir sur le festival. Autrice lyonnaise qui, je ne peux que vous encourager à découvrir les nouvelles à publier chez ActuSF sur le Salon du Livre ensuite. Et aussi, ah oui, en plus tu fais souvent remonter, et aussi chercheuse en communication à l'Université de Lyon 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui. Ça va ? Cool. Sarah n'est pas là, mais c'est quand même Sarah Doc qui est avec nous, qui nous fait le plaisir de nous accompagner en tant que traductrice, mais elle est aussi autrice, de Maria Galina, qui est parmi nous, autrice et traductrice russe, notre invitée internationale de cette année, qu'on est très 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 content d'avoir à nos côtés. Et normalement sur le petit papier, même si une inversion un peu sur le catalogue, enfin du moins sur ce début de journée, vous y fiez pas trop, après c'est bon, il est juste. Nous devions avoir Maria Cagvergne, chercheuse, qui malheureusement a eu des problèmes de train et ne sera pas là ce week-end. Je viens de l'apprendre il y a 15 minutes. Et donc maintenant on va pouvoir tranquillement débuter cette table ronde sur la question, je lis, quelle représentation des femmes scientifiques dans la science-fiction? Je vais passer avec grand plaisir la parole à ma co-modératrice. Si tu as une question pour notre panel, fonçons. Merci, ça marche, oui. Alors je ne vais pas commencer de façon très originale. Mais je pensais peut-être que alors, la plupart d'entre vous, si ce n'est toutes, oui, vous êtes à la fois lectrice et aussi autrice. Mais je pensais pour commencer la question, d'abord de vous poser la question de savoir est-ce que vous avez une femme scientifique qui vous vient immédiatement à l'esprit dans des œuvres de science-fiction. Alors après tout, soit comme lectrice, soit comme autrice. Voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? Oui. Je crois qu'il a mal supporté le choc. Petit. Ah ben voilà, merci. Moi, la première que j'ai découverte, c'est dans les premiers bouquins que j'ai lus, c'est un défilé de robots d'Isaac Asimov, I, Robot, en VO. Et donc, c'était une catastrophe. Donc un défilé de robots, il y a le personnage central, c'est Suzanne Calvin. C'est donc une psychoroboticienne, une psychologue de robots. Et elle fait un travail remarquable. Et sa vie personnelle, bien sûr, est un cauchemar parce que comme c'est une femme scientifique, intelligente, elle est laide, elle est totalement névrosée. Et même quelquefois, elle se met un peu de rouge à lèvres pour plaire à un collègue. Alors là, tout le monde se moque en disant « mais enfin ». C'est une femme qui pense, est-ce qu'elle imagine pouvoir avoir une sexualité? Donc, autant iRobot a encore un certain intérêt de lecture pour effectivement tous les robots qui ont été imaginés, autant ce personnage de Suzanne Calvin est un repoussoir absolu. C'est à peu près aussi illisible que, je ne sais pas, les Tarzans avec Johnny Weissmuller sont actuellement impossibles à revoir parce qu'ils sont d'un racisme échevelé et là, on est face à un sexisme échevelé. Et je trouvais déjà à l'époque l'auteur drôlement désagréable avec cette fameuse Suzanne Calvin. Alors dans le film I, Robot, heureusement, elle n'a pas été traitée à la même sauce, mais du coup, elle a perdu le premier rôle. Alors que la grande nouveauté d'Asimov, malgré son sexisme brutal, c'était de mettre en personnage principal une femme. Alors juste peut-être,
je pense que c'est un excellent exemple. Merci d'avoir démarré sur elle. Juste peut-être une question. Est-ce que tu te souviens de quand tu as lu cette expérience-là de lecture? Ça doit être l'ASF, j'ai commencé à 8-10 ans, je pense. Ce qui nous amène... Mais c'est sorti en 1950 ou 52. Hein, donc ça je dis ça parce que moi-même, quand j'ai lu Les robots, ces questions-là, j'y ai pas du tout pensé, en fait. J'ai adoré le personnage de Suzanne Calvin et j'ai pas été... voilà, donc je me disais, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai lu tout ça quand j'étais plus jeune? Je dirais que j'étais peut-être en 5e quand je l'ai lu, donc j'avais peut-être pas de sensibilité féministe encore suffisamment affirmée. Moi, ça m'avait paru parfaitement débile je voyais pas quelle était la contrainte entre le fait de faire un travail intéressant et le fait de savoir se coiffer et se mettre du rouge à lèvres. Ça me paraissait quand même à la portée de tout le monde. Merci. Alors, est-ce que nos autres participantes de la table ronde veulent soit rebondir sur cet excellent exemple, soit répondre à ma question initiale? Oui, alors Maria. We in Russia have such a name for guinea pig. It is sea pig. And one very famous scientist said that a woman scientist is like a sea pig, not sea and not a pig. Donc en russe, un cobaye, on appelle ça un cochon de mer. Et on dit que les femmes scientifiques sont comme les cochons de mer, car elles ne sont ni des cochons, ni la mer. But as for me, I think that Susan Calvin, for her time, was quite a revolutionary personnel. Mais je pense que pour l'époque où iRobot a été écrit, Suzanne Calvin était un personnage révolutionnaire. Because before this, we dealt only with men, and Susan Calvin was the first and the famous one. Oui, parce que au départ, les scientifiques célèbres n'étaient que des hommes. Et là, tout d'un coup, on a un personnage de scientifique de haut niveau, de scientifique reconnu, qui est une femme. And remember that we have a long tradition of mad scientists. Et comme on a une très longue tradition en science-fiction de savants fous, and of course they were men, but they also do not have their private life. Et c'était des hommes, et eux non plus n'avaient pas de vie privée. So it is just a feminine version of a mad scientist. Donc il s'agit à ce moment-là de la version féminine du savant fou. And of course, when you have another audience in in films, you have to put some beauty, because you have to to make something pleasant for audience. Et quand on passe à une version cinéma, la question devient différente parce qu'on va choisir une femme beaucoup plus belle pour avoir une image plaisante pour les spectateurs. And women in cinema are usually beauty than in novels, more beauty than in novels. Et évidemment, les femmes au cinéma sont généralement beaucoup plus belles que dans les romans. Merci. Des réactions? Oui, Sylvie Lenné. Oui, moi je suis énervée parce que la seule personne à qui j'ai pensé tout de suite quand tu as posé la question, c'est évidemment à Suzanne Calvin. Donc, c'est marquant. Moi, j'ai lu de la SF tôt aussi, à peu près au même âge que Catherine. Et je me suis quand même rendu compte assez vite, après avoir lu une vingtaine de bouquins, que ça manquait cruellement de personnages féminins. À l'époque, il n'y en avait pratiquement pas. Je ne savais pas encore que j'allais me destiner à une carrière scientifique, mais le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ça me paraissait assez flagrant, parce que quand on lit des histoires qui vous touchent, on essaie de s'imaginer un rôle dans ces histoires. Je crois que la première fois où je l'ai vraiment ressenti, c'est avec 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Il n'y avait aucune place possible pour une femme dans ce genre de récit. Et après, quand j'ai lu Asimov et beaucoup d'autres, il y avait la même frustration de ne pas pouvoir rentrer dans l'histoire. Et puis un jour, j'ai lu tout le cycle des robots et je suis tombée sur Suzanne Calvin. Enfin une femme intelligente, brillante, qui avait un rôle clé, qui était la seule à comprendre la psychologie des robots, qui était intellectuellement une femme fascinante. Eh bien, il fallait effectivement en plus qu'elle soit moche, qu'elle soit asociale et caractérielle,
C'est vrai que ce sont des clichés qu'on associe facilement aux scientifiques, mais la pauvre Suzanne Calvin, elle était quand même particulièrement accablée, parce que en plus de toutes ces caractéristiques sympathiques, elle était un petit peu romantique, et du coup, elle en devenait d'un ridicule absolu, et c'était pathétique et poignant. Et comme si, étant une femme, au moins le savant fou, il est épargné par ça. Le savant fou, le cliché du scientifique mâle, il est asocial aussi, il est souvent moche aussi, il a des lunettes, classiquement, mais des lunettes qui vont les dire, il n'est pas sportif, mais il n'a pas de vie amoureuse et ça ne le tourmente pas normalement. Alors que la femme, on rajoute encore un cliché à tout le reste. Non seulement elle n'a pas de vie amoureuse, mais en plus, elle en est horriblement malheureuse. Donc ça fait beaucoup quand même. Dans Asimov, il y avait aussi une gamine de 15 ans qui n'était pas un modèle féminin extrêmement enviable auquel on avait envie de s'identifier. Celle qui dictait à sa machine à écrire, le concept était fascinant. C'était dans Fondation, ça, si je me souviens bien. Il n'y en a pas beaucoup des personnages féminins chez Asimov. Je peux dire quelque chose ? Ah mais oui, je t'en prie. J'ai préparé une table ronde sur le genre aux Utopiales, et avec des femmes. Et on a parlé justement de l'identification, de la manière dont on pouvait s'identifier dans un roman de science-fiction. Et Delia Sherman a raconté une anecdote que je trouve très pertinente. C'est que quand elle lisait des romans de science-fiction, quand elle lisait des romans tout court, elle mettait des S devant tous les he. Elle changeait tous les pronoms pour que les personnages soient des filles. Alors moi, il y a quand même un deuxième personnage qui me vient en tête. C'est Catherine Moore. Et Catherine Moore, elle a écrit, alors peut-être le plus connu, c'est Chamblot. C'est un recueil de nouvelles qui se passe dans l'espace. Le héros s'appelle Northwest Smith. Mais là, on a un bel exemple d'homme potiche. Il se promène à travers la galaxie et à chaque fois, il tombe sur des femmes de pouvoir, c'est-à-dire des extraterrestres qui sont globalement absolument sublimes et qui globalement ont envie de le tuer. Et il arrive à s'en sortir, mais ça a quand même été un recueil de nouvelles où les femmes sont tout sauf des potiches. Alors ce sont des salopes, c'est donc l'autre version, soit on est potiche. Mais quand même, il y avait un mieux. Écrit par une femme, bien sûr. Je crois que c'est l'un des livres qui m'a le plus marqué, Chamblot, en mon jeune temps. Et après, je suis tombée sur son recueil Girel de Joiry, où là, l'héroïne s'appelle Girel de Joiry, et c'est une bombasse, et c'est une grosse guerrière. Voilà. Alors là, l'écueil dans lequel Catherine Moore est tombée, c'est qu'elle a peu ou pas de vie sexuelle, parce que ça se fait pas trop. Voilà. On ne peut pas à la fois être une guerrière, c'est-à-dire une femme pleine de dignité, et ensuite se laisser aller à faire des cochonneries. Mais il y avait quand même moyen, en allant taper du côté des auteurs féminines, de tomber sur des femmes qui mettaient un petit peu de baume au cœur, sachant qu'à l'époque, il y avait 10 ou 15% des auteurs étaient des autrices. C'était pas énorme en genre, c'est-à-dire SFFF, science-fiction, fantasy et fantastique. Mais en cherchant, on en trouvait. Alors, je ne sais pas si Florence, vous voulez intervenir, soit par rapport à la première question, soit par rapport à Suzanne Calvin. Non, ça marche pas. Oui, alors moi, Asimov, pas du tout. Moi, c'était Ellie Arroway dans Contact de Carl Sagan. Voilà, qui est une astrophysicienne et qui travaille donc au SETI pour la recherche d'intelligence extraterrestre. Et effectivement, voilà, c'est le premier personnage féminin et le seul, je crois. Enfin, quand j'étais petite, en tout cas, que j'ai lu dans la littérature. Et c'était cool, franchement, c'était chouette parce que je lisais beaucoup de science-fiction déjà. Pas mal de nouvelles, mais ouais, des personnages féminins, j'en avais pas trouvé, mais je m'étais même pas posé la question parce que j'étais pas encore dans ces interrogations-là, mais je me souviens que ça m'a fait plaisir de voir une femme astrophysicienne dans un roman qui avait le premier rôle, qui a fait des trucs forts, qui est allée à l'autre bout de l'univers. Enfin, ouais, c'était vraiment chouette. Et là, j'ai vraiment pu me projeter dans ce roman. Et ensuite, il y a eu le film, alors c'était encore plus cool. Donc, non, c'était Ellie Arroway, c'est vraiment
ma base pour moi. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, j'avais envie de lire Asimov, de lire plein de science-fiction qu'il y avait chez mes parents, parce que mes parents sont fous de science-fiction. Mais j'avais un petit problème, c'est que sur les éditions des livres qu'ils avaient, c'était souvent des livres de poche, la couverture, c'était des femmes avec des formes d'un autre monde. Non, mais et nues, et tout le temps nues, et dans des positions super lascives, super subjectives. Et moi, en tant que petite fille ou jeune fille, j'étais hyper gênée. Je voulais pas. Enfin, en fait, pour moi, c'était pas possible de prendre ce livre dans ma chambre parce qu'il y avait, c'était comme une image porno sur la couverture, quoi. Et je me suis fermée, je me suis empêchée de lire des tas de bouquins de SF parce qu'il y avait cette image-là qui me gênait profondément en couverture. Et voilà, et je ne sais pas si ça a eu un impact sur d'autres jeunes filles, mais c'est quand même fou de s'interdire de lire de la SF parce que la couverture est marketée pour des mecs, je pense. Enfin, voilà, donc c'était chaud et j'en garde pas un souvenir très Alors, il faut agréable. savoir que toutes ces couvertures de SF, tout Mandchou, à partir du moment où vous avez une illustration avec une pépé bien roulée en scaphandre moulant, c'est des décalques du centerfold de Playboy. C'est comme ça qu'ils bossent. Quelques illustrateurs qui ont expliqué que c'était quand même le plus commode. On achète un Playboy et puis après on le met dans l'espace. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement c'est quelquefois un peu gênant. Bah là, c'était des dessins, très. Enfin, ouais, c'était bizarre. Sachant que il y a une histoire aussi, par exemple, sur les films des années 50 où on voit une femme à moitié dénudée portée par une créature, un classique, etc. C'est des scènes qui parfois n'arrivent même pas dans le film et qui servaient juste pour la promo, etc. Je sais, ce côté, la grosse bête, etc., extraterrestre, slash, ce qu'on veut, sur la Lune ou n'importe quoi, qui portait la fille très dévêtue, etc. C'était des scènes qui apparaissaient même pas dans le film, qui n'avaient même pas lieu, etc. C'était juste pour la promo, etc. Parce que c'était vendeur, c'est devenu un trope un peu du genre, quoi. La semaine prochaine, je serai chez mes parents et je ferai des photos. Et je les tweeterai. Non, mais pour vous montrer. Sylvie. Heureusement, à l'époque, il y avait Ailleurs et demain et Présence du futur. Sinon, je n'aurais pas lu de SF. Et je n'ai pas lu aucun fleuve noir avant d'avoir au moins 25 ans. Parce que, oui, cet effet répulsif, il était immédiat et il était réel. Et tout le marketage qui était fait de cette littérature, moi, je l'ai ressenti comme une volonté de... C'est notre univers masculin, on est entre nous et on ne veut pas de vous. Le genre de choses qu'on peut ressentir à l'heure actuelle dans certains univers de gamers. Il y a des univers masculins comme ça qui sont assez peu tolérants vis-à-vis de présence féminine. Moi, je l'ai ressenti à l'époque par le contenu quand j'ai eu le courage de le découvrir, mais immédiatement avec l'objet, c'était flagrant. Merci. Alors j'aurais éventuellement des questions à poser sur la question de la projection et de l'identification dans les personnages ou masculins ou féminins quand on lit, mais j'ai un peu peur de nous égarer un petit peu trop loin du sujet officiel de la table. Voilà. Donc du coup, je vous propose peut-être de réagir à une nouvelle question qui est, alors justement maintenant peut-être plus comme autrice, est-ce que vous avez, le constat que vous avez l'air à peu près tout en tout cas de faire, est-ce que ça vous a inspiré des personnages féminins ou peut-être masculins, mais qui en tout cas donnent une image de la scientifique qui ne tombe pas dans les travers que vous avez dénoncés? Bon, je veux bien commencer. À mon avis, quand on écrit une histoire, on peut se polariser sur différents axes. Moi, j'ai l'habitude de raisonner en considérant qu'il y a 4 axes. On peut essayer de les traiter tous, mais souvent, on n'attache pas la même importance à tous. On peut s'intéresser à l'action. C'est le cas de beaucoup d'univers masculins. On peut s'intéresser aux personnages. Et à ce moment-là, on ne va pas se contenter de stéréotypes et de clichés. On peut s'intéresser au style et à la forme. C'est compatible avec les premiers. Et on peut s'intéresser à l'ambiance, au contexte, au cadre, à l'univers géopolitique, à l'arrière-plan. Je pense que, donc, parmi tous les auteurs, il y en a un certain nombre pour qui les personnages, finalement, ne sont pas un élément très significatif. Et que, quand ils s'intéressent à autre chose, eh bien, par
comment dire, par paresse intellectuelle, c'est tellement facile d'aller piocher dans les stéréotypes et les clichés et de les enchaîner. On a des personnages qui semblent tenir la route en surface et on peut faire avancer l'histoire, le contexte et tout ce qui intéresse ces auteurs-là. Donc, au-delà de la question de la représentation de femmes scientifiques, moi, en tant que lectrice et en tant qu'auteur, je considère que si l'auteur s'intéresse au personnage, ce qui est mon cas en tant qu'auteur, il mettra en scène des hommes et des femmes qui ont des personnalités complexes, intéressantes, et qui peuvent avoir de multiples facettes sur différents plans, qui peuvent aimer les enfants et être hyper sportifs, qui peuvent être très moches, mais avoir beaucoup de charme. Enfin, plein de trucs qu'on peut marier de plein de façons et qui peuvent être scientifiques et adorer jouer aux cartes ou dire des poèmes. Enfin bon, un vrai personnage, c'est quelqu'un qui est pétri d'un tas d'ingrédients très disparates. Après, un auteur qui ne s'intéresse pas à ses personnages, qu'il soit homme ou femme, il y foutra des clichés. Et à chaque fois qu'on pense à un scientifique, si on veut aller chercher des clichés, c'est très facile, on en a toute une panoplie. Après, que ce soit une femme ou pas, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, les pires stéréotypes, c'est ceux qui sont liés aux scientifiques. Quelques clichés. Moi, un des clichés qui m'énerve, c'est que le scientifique, c'est le bricolo. C'est le MacGyver de génie. Tu lui fous n'importe quel appareil dans les mains et il te fait marcher un truc extraordinaire qui peut t'emmener sur une autre planète. Il tourne les boutons de l'oscilloscope. Bon, voilà, tous les problèmes sont résolus. Le bricolo de génie, ça fait partie des clichés. Il faudrait s'entendre sur la question de ce qu'est un scientifique, mais quand on est chercheur, on ne pense pas forcément bricolo de génie. Donc voilà, si on s'intéresse aux personnages, on aura les auteurs qui s'y intéressent ont des personnages masculins intéressants, mais tout naturellement, ils ont aussi des personnages féminins intéressants, parce qu'ils s'intéressent aux personnages. Merci. Est-ce que les autres participantes veulent réagir? Alors Maria, apparemment. Okay. Oui. Just a moment. Okay, you know, I write, prose, fiction prose, speculative prose, for adult, not for young adult. J'écris de la prose pour les adultes, pas pour les jeunes, pas pour les enfants, mais pour les adultes. It doesn't bear an educative message because of it. An educative message. I don't, I am not, there is no purpose to educate my reader. Oui. Le texte n'est pas là pour éduquer les lecteurs. I just wanted to solve some problem, maybe psychological problems. Je veux juste résoudre des problèmes, essentiellement des problèmes psychologiques. And of course it depends of the task of the problem, what gender will be your protagonist. Et selon la tâche et selon le problème, c'est le moment où on décide si le protagoniste, si le personnage est un homme ou une femme dans sa manière de réagir au problème ou à la tâche. Now I try to write a novel where the protagonist will be both man and woman at the same time. Là, je suis en train d'écrire un roman dont le personnage principal sera à la fois un homme et une femme. So he had to have very special type of thinking, very special type of mind. Donc, il doit avoir elle doit avoir un caractère, une manière de penser, une manière de réfléchir très particulière. I think that now in modern situation, gender is a very fluid fluent, yes? Yes. Je trouve qu'aujourd'hui, dans l'état contemporain, le genre est quelque chose de très fluide. And I like to write about weak men. Et j'aime écrire à propos d'hommes faibles. Because it's more interesting to write about weak men than about strong men. Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'écrire à propos d'hommes faibles que à propos d'hommes forts. As for the absence of women in the early science fiction, I think it's because of the audience. Et quant au sujet de l'absence de femmes, de personnages féminins dans la science-fiction ancienne, c'est aussi une question de public.
the first science fiction stories were for pubertate boys in magazines, in science fiction magazines. Les premiers textes étaient écrits pour des garçons adolescents dans des revues. And I think that science fiction and speculative fiction grows up, and readers became more, more grown up, and writers became more allocated and grown up. Et je pense que au fur et à mesure que le public a grandi, la science-fiction a grandi, et que les auteurs se sont de plus en plus adressés à des adultes plutôt que de s'adresser à des enfants. Because we have now to solve a very complex problems of civilization. Parce que nous avons aujourd'hui à résoudre un problème de civilisation extrêmement complexe. And the gender is only one of it. Et le genre n'est qu'une toute petite partie. And not most important. Mais et pas forcément la plus importante. Merci. Est-ce que par rapport à la question que j'ai posée ou par rapport à ce qui a été dit, Florence ou Catherine, vous souhaitez... Voilà, donc je répète la question que j'avais posée, c'est est-ce que dans ce que vous écrivez ou dans ce que vous projetez d'écrire, vous avez attribué un rôle spécifique à des femmes scientifiques qui auraient une image un peu moins simpliste que ce dont on a parlé. J'ai publié qu'une seule histoire de science-fiction. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas écrit d'autres, mais publié une seule, c'était une BD. Et effectivement, sur les 6 personnages, il y a 3 hommes et 3 femmes, parce que ça me tenait très à cœur. Voilà, c'était pas négociable autrement. Donc il y a 3 hommes, 3 femmes, et ils ont des métiers évidemment très différents. Et au niveau de la répartition des métiers, j'ai essayé d'aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut trouver dans la société. C'est-à-dire que le psychologue est un homme, l'ingénieur est une femme, la pilote est une femme, le médecin est un homme. Enfin voilà, j'ai essayé d'inverser les rôles qu'on peut trouver, pour essayer de contrebalancer ce qu'on peut voir dans la société. Je sais que potentiellement il y a des jeunes et a fortiori des jeunes filles qui peuvent lire la BD, donc pour essayer de les encourager à faire ces métiers et puis surtout à avoir des modèles. Moi, j'ai cruellement manqué de modèles quand j'étais jeune. Et si je peux, à mon humble échelle, en proposer à des jeunes filles aujourd'hui, ça me paraît très important. Alors, moi, je ne me pose jamais la question dans ces termes-là, donc je suis très embêtée. Donc là, je suis en train de regarder quelles sont les nouvelles que j'ai écrites et comment j'ai abordé le truc. Il y en a une parmi les nouvelles que j'aime bien, donc c'est ça s'appelle « Un temps chaud et lourd comme une paire de seins ». Et ça parle, j'ai imité Elroy, vous êtes à Los Angeles, bon allez, on va dire en 2050, et puis il y a un lieutenant de police alcoolique qui fait une enquête sur un meurtre sordide. Je l'ai tout écrit normalement, c'est-à-dire avec de grosses oppositions entre noirs et blancs et entre femmes et hommes. Et après, j'ai rayé femme, j'ai remplacé par homme, et j'ai rayé noir, j'ai remplacé par blanc. Donc vous avez les quartiers blancos, qui sont les quartiers vraiment les plus déshérités. Et vous avez bien sûr, les victimes sont tous des hommes, mais qui quand même, avec leurs petites chemises cintrées, on sent quand même ils ont un peu cherché ce qui leur est arrivé. Voilà. Et c'est très marrant, inversé comme ça, brutalement, on s'aperçoit effectivement du nombre épouvantable de biais qu'il peut y avoir dans l'écriture. J'ai fait 2 nouvelles comme ça. L'autre est encore plus complexe parce que là, on passe aux androgynes. Voilà. Alors non seulement, effectivement, ils sont XX, YY, ils ont un peu tous les attributs, et puis en plus, ils s'amusent à se faire des greffes. Donc ils ont un vagin, ils ont un phallus, et en plus, ils se coupent le phallus pour greffer à la place un serpent. Enfin, bref. Là, ça devient plus dur. Mais en fait, il faudrait que je me pose la question sur la représentation de genre dans mes nouvelles, parce que je me suis jamais... Alors si, là, j'ai écrit pas le mal, c'est sur l'avenir du travail, et là, c'est très clair. Il y a une femme et un homme, ils sont tous les 2 jeunes, ils galèrent tous, ils ont tous beaucoup de diplômes, mais c'est pour ça que c'est un peu science-fictif. Les diplômes ont une date de péremption, ce qui commence à arriver avec les certificats Microsoft. Vous passez un certificat pour devenir, je ne sais pas moi, administrateur système, mais votre certificat, il dure 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il faut repasser ces diplômes, sinon ils sont périmés. Ça, je pense que ça arrive.
Mais sinon, c'est quand même assez contemporain. Ils vivent de petits jobs. Sauf que monsieur, c'est un garçon, et puis il est de peau plus pâle qu'elle. Donc il est sur une pente ascendante. Il va peut-être avoir un CDD, voire à 50 ans un CDI. Alors qu'elle, plus ça va, plus elle se précarise. Et puis elle a une visibilité qu'à 24 heures, et après à moins de 24 heures. Et elle habite un petit studio, et dès qu'elle ne peut pas payer, on lui ferme les murs de son studio sur elle. C'est comme dans l'écume des jours. Et là, il y a vraiment une pente. Il y a deux pentes qui sont essentielles, mais il y a autant la couleur que le genre fait qu'il y en a un qui va finir au soleil et l'autre qui va finir dans la tombe. Voilà. Mais c'est vrai, il faudrait que je me pose la question en regardant mes nouvelles. Voilà. Alors justement, je pense que je trouve ça intéressant, Catherine, que tu réagisses comme ça, parce que toi-même, tu as été assez violente dans ta réponse initiale sur la dénonciation de certaines figures féminines, chez Asimov avec Suzanne Calvin. Mais toi-même, tu dis que dans ta démarche, tu te poses pas ces questions de cette manière. Alors, il me semble qu'il y avait dans la réponse de Maria et de Sylvie quelque chose qui allait dans le même sens, qui consistait à dire « moi, je m'intéresse aux personnages indépendamment de leur appartenance de genre, je m'intéresse à leur complexité », et d'une certaine façon, elles assumaient le fait que voilà, elles n'ont pas réfléchi en termes de comment je pourrais faire quelque chose de spécifique avec des personnages féminins. Florence, au contraire, a manifesté dans la seule œuvre qu'elle a écrite un désir manifeste d'aller contre et donc d'avoir une action sur les lectrices. Et toi, j'ai l'impression que tu as en fait une troisième position qui est, parce que tu ne revendiques pas d'avoir essayé de façon concertée de construire des personnages féminins scientifiques, mais en même temps, tu n'as pas la même posture que Maria ou Sylvie qui le revendiquent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est pas tellement moi qui écris les nouvelles, c'est les nouvelles qui viennent me voir. Les romans, c'est pareil. Hein. Quelquefois, moi, j'ai envie d'écrire un truc. Et en fait, c'est la nouvelle au roman qui vient frapper à ma porte en me disant non, en fait, tu vas pas écrire ça. Tu vas écrire autre chose. Je me souviens une fois, je voulais écrire un livre sur les sirènes. Donc, j'avais comme ça de documentation sur la flore et la faune qu'on trouve dans les coraux, etc. Et j'ai failli appeler le livre pas la queue d'une sirène. Il n'a jamais voulu que je fasse rentrer les sirènes, quoi. Donc moi, souvent, je me sens un peu un instrument de la chose qui veut sortir par mon clavier, plus que vraiment décideuse là-dedans. Quelquefois, j'arrive à imposer mes volontés, mais pas toujours. Enfin, on peut toujours éviter. C'est évident que si un jour ça m'agace, je finirai par écrire une liste de courses. Mais si je veux que le livre ou la nouvelle se développe bien, il faut, elle a sa propre logique intérieure contre laquelle je ne peux pas grand-chose sauf à la dénaturer. Donc, tout ça est très psychanalytique, mais ce n'est pas le sujet. Sylvie, j'avais l'impression que tu voulais réagir. Oui, oui, j'avais envie de dire que moi, ce n'est pas la question du genre qui m'intéresse fondamentalement. Par contre, il y a une question qui m'intéresse beaucoup et qui se retrouve très naturellement liée. C'est la question du pouvoir et la question de la domination. La domination qui s'exerce sur une population donnée. Et quand on a envie de parler de ça, c'est tellement facile de prendre les femmes pour parler de l'oppression et de la domination. Et moi, j'ai beaucoup joué avec ça. Et en particulier, je l'ai fait dans une nouvelle qui s'appelle Les yeux d'Elsa, dans laquelle le peuple opprimé, il est illustré par un personnage qui est un dauphin féminin, mais étant un dauphin au service des hommes pour bâtir des villes sous-marines, dans un univers où les règles sociales font que c'est normal, que chacun a une position dans l'ordre bien établi de l'univers et que tout ça n'est même pas interrogeable parce qu'il y a les humains et les animaux. Finalement, j'ai essayé de mettre le lecteur dans une position où il se demandait y a-t-il une légitimité à l'oppression ? Qu'est-ce qui peut justifier le fait que certains estiment avoir légitimement un pouvoir sur d'autres ? À quel titre ? Est-ce que vraiment, enfin, comment définir alors, on peut même pas dire l'humanité sur ce texte-là, puisque c'est pas l'humanité qui est revendiquée, mais
le droit au respect, l'identification de l'intelligence, de l'empathie, de l'émotion, de l'être qui est en face. Ça permettait une reconstruction bien plus claire, il me semble, que si j'avais simplement mis une femme en situation d'être opprimée. On pouvait inventer des tas d'exemples très contemporains. La science-fiction permet d'en inventer des encore plus saisissants. Mais c'est intéressant de parler du rapport que nous avons à notre environnement social et à toutes les règles qu'il nous oblige à respecter. Quand on s'en écarte, de quel droit, à quel titre mais c'est tout l'environnement politique et social très compliqué dans lequel on vit actuellement nous oblige à nous poser des questions là comme ça tout le temps. Quelle est la légitimité des gens qui sont actuellement sur la ZAD par rapport aux forces qui se légitiment en disant qu'elles défendent l'ordre. Bon, moi j'ai une position très claire là-dessus, que je n'ai pas besoin de dire, mais c'est des questions de société auxquelles il faut qu'on réfléchisse tous, tout le temps, parce qu'elles sont vraiment pas faciles. Merci. Alors, je voudrais rebondir sur la remarque qu'a faite Florence à propos de sa BD. Je me demandais dans quelle mesure, alors même quand il y a des personnages de femmes scientifiques, dans quelle mesure les sciences qu'elles pratiquent, quand elles le font, ne sont pas elles-mêmes bien genrées, enfin bien déterminées. Donc c'est un petit peu ce que tu suggérais quand tu disais j'ai bien pris soin que la femme soit ingénieure parce que c'est pas forcément ce qui vient immédiatement à l'esprit. Voilà, donc est-ce que vous pensez que ça pose problème? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait est-ce que vous avez des personnages Alors, Maria. Really, I have not a lot of scientists personages text in my novels. En fait, j'ai pas beaucoup de personnages scientifiques, que ce soit des femmes ou des hommes, dans mes romans. But I think that some of these protagonists have to manifest some qualities of character. Mais je pense que ces personnages doivent manifester certaines qualités de caractère. And it depends what qualities of character and what intercourse of the protagonists. And then I decide who will be man and who will be woman. Et donc c'est selon le caractère, selon la manière de réfléchir, selon la manière de réagir du personnage que je vais décider si c'est un homme ou une femme. Of course, I heard a novel when it is anti-utopia, it is post-apocalyptic. Donc j'ai un roman qui est une dystopie post-apocalyptique. And there is a protagonist, a wild girl. She is, young adult or teenager? Donc il y a un personnage qui est une jeune fille sauvage, qui est une adolescente, une jeune adulte. And she has more sense, more courage, more wiseness than people. They returned from the cosmonauts. They returned to this post-apocalyptic Earth during this time. Et elle a beaucoup plus de bon sens, de sagesse et de courage que les cosmonautes modernes qui sont venus observer cette société post-apocalyptique. Because you never know in real situation who will be strong and who will be not. On ne peut pas savoir, quelle que soit la situation, qui aura la bonne réaction et qui ne l'aura pas. We in Russia had a very bad experience with the campus. And we had a very bad experience with the Third World War. And we know that women were the most strong personage. And the strong men, they died first. Et dans l'histoire de la Russie, avec tout ce qui a pu se passer, on a pu se rendre compte que c'était les femmes qui étaient les plus forts et les hommes forts sont ceux qui sont morts les premiers. And women who seemed weak, they survived and had a good sense and humanity. And they can survive as a human persons.
Et les femmes qui semblaient faibles ont survécu avec une sagesse et une humanité qui leur a permis d'être proprement des êtres humains. So I don't believe in weak women. Donc je ne crois pas dans l'existence de femmes faibles. They just pretend to make to please men. Elles font juste semblant pour faire plaisir aux hommes, So be very careful. pour pouvoir être baisées de temps en temps. D'autres réactions, alors soit par rapport à ce que vient de dire Maria ou par rapport à la question que je posais, Catherine? Bah non, moi je suis embêtée, là je suis en train de réaliser que... En fait, je suis un sexisme abominable. Alors là... Non, c'est un type qui est complètement... Non, c'est pas du tout... C'est un homme, mais c'est pas du tout un scientifique. Là, c'est sexuellement, tous les trous ont été surexploités sauf l'oreille, donc ça n'a rien à voir avec la science. Là, si, alors, ben non, c'est un homme scientifique, mais c'est un pauvre type, il est terrifié parce que son fils grandit et il n'est pas dans les cases, donc ça marche pas. Là, c'est pareil, c'est des enfants qui empoisonnent leurs chats. J'ai pas tellement de scientifiques tout court. Alors si, il y en a une qui est pas mal, mais alors là, je suis tombée dans le cliché, c'est une femme scientifique, et elle sort avec un ingénieur commercial, qui globalement fait sa maîtresse et a bien l'intention de ne pas en faire plus. Alors pour se venger, elle lui donne un inhibiteur de la vasopressine, parce qu'il ne veut pas quitter sa femme à cause des enfants. Alors c'est la vasopressine, et elle fait de la recherche en hormonothérapie. Or, la vasopressine, c'est l'hormone qui, chez le rat, déclenche le sentiment paternel. Voilà. Donc, elle donne un inhibiteur de la vasopressine. À son amant, elle lui sert des fraises tagada quand il vient pour ses 5 à 7. Et elle l'en met dans les fraises tagada. Ce qui fait qu'il ne supporte plus ses enfants, il divorce. Et dès qu'il a divorcé, paf, elle remet de la vasopressine dans les fraises tagada. Donc, il est atrocement malheureux. Et elle rit comme une baleine tueuse. Et donc là, je suis retombée dans le cliché de la salope. Voilà. Florence, oui. Alors moi, pour préparer cette table ronde, j'ai cherché dans ma mémoire ce que j'avais vu comme femme scientifique à la télévision ou au cinéma. Il m'a fallu une semaine. Et de l'aide d'une copine qui m'a envoyé des liens vers des articles. J'en ai trouvé quand même, mais alors ces derniers temps, c'est amusant, j'ai vu une recrudescence de femmes ingénieures. Par exemple dans la série Perdue dans l'espace qui vient de sortir sur Netflix, dans Seul sur Mars, une ingénieure informatique. Voilà. Sinon, ma génération, c'est plutôt Jurassic Park, par exemple. Donc là, il y a un couple. Donc ils sont paléo-anthropologues. Lui, il est plutôt sur les grosses bestioles et elle sur les plantes. Bon, mais au moins ils sont là tous les deux. Bon, il y a Contact, voilà, mais il y a aussi... plus récemment, il y a Premier Contact, où il y a une femme scientifique des sciences humaines, elle est linguiste, et ça m'a fait très très plaisir. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais globalement, il y a aussi beaucoup de femmes médecins. Par exemple, Scully, je crois qu'elle a un docteur en physique aussi, mais bon... j'ai plus X-Files bien en tête pour dire si elle est plus physicienne que médecin, mais je sais plus. Mais Bernadette, dans The Big Bang Theory, elle est quand même chimiste. Non, Bernadette, elle est microbiologiste. Elle est biologiste. Et il y a Amy qui est neurobiologiste. Ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Et elle est très, vraiment très dans la chouette. vie, d'ailleurs, l'actrice. Et elle est vraiment neurobiologiste dans la vie, ouais. Et donc voilà, donc il y en a de plus en plus. Maintenant, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup autour de la biologie, de la médecine, mais aussi pas mal d'ingénieurs. Donc c'est cool. Maintenant, j'attends des vrais rôles forts de femmes mathématiciennes ou physiciennes des particules. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Moi, je voulais dire qu'il y en a des belles chez Nancy, il y en a des belles chez Nancy Kress, en particulier dans un joli roman qui s'appelle L'une rêve, l'autre pas, et où on a des femmes complexes, comme je disais au début, intéressantes, avec des personnalités ambiguës, intéressantes à creuser, mais qui sont des scientifiques parfaitement légitimes. Et bon, c'est tout simple, mais ça fait tellement plaisir quand on en trouve une.
Alors moi, j'ai honteusement pompé l'article de Florence Parcel. Donc, on a parlé de Elia Rowett dans Premier Contact. Il y a Jane Foster dans Thor, qui est... Ah oui, mais je le mets pas dans la SF, c'est pour ça que j'avais pas pensé. Mais effectivement, Bon. elle est astrophysicienne, ouais. Évidemment, il y a Gravity, le docteur Ryan Pierre. Et puis, il y a Sigourney Weaver dans Avatar, le docteur Augustine. Évidemment, dans Alien, on a quand même une femme là, qui est technicienne, Ripley. Elle est technicienne. Ce qui est encore plus rare. Parce qu'elle elle fait du gros œuvre, elle fait du travail de force. Mais et ça, il y en a pas dans les souvent. techniciennes, il y a dans Firefly aussi. Et il y a dans Becky Chambers. The Expanse, ouais. The Expanse aussi. Elle est ingénieure. Il y a Samantha Carter dans Stargate. Et on en a plein Star Trek aussi. Alors au début, Star Trek, il y avait juste c'est pas Uhura, c'est Uhura, lieutenant Uhura. Voilà, qui avait son bigoudi en zin, enfin elle était standardiste à un moment. Et au fur et à mesure que les Star Trek sont de plus en plus récents, ça s'améliore nettement au niveau de la représentation féminine. Sachant que le lieutenant Uhura, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, c'était déjà, d'après ce que j'ai lu, un progrès très important Mais parce d'avoir qu'elle une était femme. noire aussi. Elle était noire. Et elle était noire. Et Non. noire. Oui, oui. Voilà. Mais voilà, une femme. Et n'oublions pas que les princesses de notre enfance sont devenues des généraux. Leia, oui. Oui, oui. Leia et Princess Bride. Oui, c'est C'est pas des intéressant. scientifiques. C'est pas une scientifique, mais c'est vrai qu'elle, sur la problématique plus générale que tu abordais des positions de pouvoir, effectivement, elle a le look d'une princesse et elle est aussi une princesse. Mais elle a aussi rang, donc c'est une espèce de figure de transition en fait. Dans Black Mirror, je crois aussi, il y a quelques épisodes où il y a des rôles féminins scientifiques. Je ne saurais de mémoire pas les nommer, mais il y en a quelques-uns. Et dans Cloud Atlas, celle qui déclenche la révolution est quelque chose qui est bien plus qu'une religion, mais un changement de modèle de société. C'est une femme, celle qui est née en incubateur. J'ai oublié le nom, mais vous le savez. Alors du coup, les réactions, y compris celles que j'ai pu percevoir dans la salle, et ce que vous avez dit depuis le début, on a l'impression que vous avez eu, alors c'est peut-être parce que c'était le début, mais vous avez eu, et moi avec vous, du mal peut-être à trouver dans la littérature de science-fiction des exemples de femmes scientifiques marquantes, alors que effectivement, quand on va sur le terrain des films et des séries télé, et alors peut-être parce que c'est des œuvres aussi plus récentes, mais en tout cas, on en trouve quand même beaucoup. Il y a aussi, vous n'avez pas mentionné, mais il y a aussi, alors j'avais effectivement pensé à Star Trek, mais il y a aussi toutes les figures d'informaticiennes qu'on trouve dans les séries, qu'on trouve dans Buffy, qu'on trouve dans NCIS. Enfin, paradoxalement, alors que là, justement, en allant faire fouiller sur l'Internet, parce que je cherchais le nom d'une personne que j'aurais peut-être le temps de citer, je suis tombée sur des articles du Monde qui disaient en 2017 il y a de moins en moins de femmes dans l'informatique. Mais par contre, au niveau de la représentation audiovisuelle, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'informatique, il y avait essentiellement des femmes. Au tout début, Oui, non, avant qu'il y ait des formations, avant qu'il y ait des diplômes, parce que dès que ça a commencé à se structurer à l'université, moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur informatique, on était une femme sur 7. Il y a eu une période où ça s'est un petit peu... Enfin, on était une sur 7 à l'INSA, là où j'étais. Il y a eu une période où ça a un petit peu monté, et c'est effectivement en train de redescendre. Alors, Jal me fait savoir qu'on a le temps que pour une question. Donc, comme j'en avais éventuellement deux, je vais la mettre deux dans une. Mais parce que je voudrais peut-être... Vous avez quand même mentionné... surtout pour rebondir sur ce que disait Florence et puis à peu près la plupart d'entre vous au début, il y a la question de savoir si des personnages de scientifiques féminins peuvent constituer des figures d'identification qui ensuite peuvent susciter des vocations. Et là, ça va me permettre de faire référence à la personne que je voulais citer. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions dans l'univers de l'informatique, qui est une chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet, qui est à l'Université de Genève.
Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de la rencontrer. Et surtout, je me suis inspirée d'elle quand j'ai mis au point des communications sur Yoko Tsuno, qui est donc une figure de scientifique dans l'univers de la BD. Et elle explique elle-même, en fait, dans l'introduction de sa thèse, qui porte sur les femmes dans l'informatique, qu'elle-même, elle raconte son parcours de lecture et elle dit « Mais moi, je ne trouvais aucune femme scientifique dans ce que je lisais et c'était désespérant. » Et elle finit en disant « Heureusement qu'il y avait Yoko Tsuno. » Et donc, je suis partie de ça après pour écrire mon article. Et du coup, voilà, je me demandais, est-ce que vous pensez que des figures de femmes scientifiques peuvent jouer un rôle dans l'évocation scientifique féminine si ça a du sens d'essayer de les promouvoir? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, par exemple Catherine, mais les autres aussi, être peut-être plus proactif sur ce plan-là dans vos façons d'écrire? Oui, alors la grande question, c'est comment on a pu oublier Yoko Tsuno, quoi. Bon, la première figure tutélaire, ça a été Fantomette. Et la deuxième, ça a été Yoko Tsuno, bien sûr. Électronicienne, alors moi, je voulais faire ça. Mais j'ai pas fait. En fait, alors merci beaucoup Catherine, parce que j'ai un projet d'article ou d'enquête. Et là, tu viens de t'ajouter aux interviewés potentiels, parce que en fait, très souvent, quand je parle de Yoko Tsuno, et alors je dois remercier quand même ma maman qui est là, dans la salle, et grâce à qui j'ai lu tout Yoko Tsuno, et je crois que c'est la Yoko seule BD Tsuno, qu'elle m'a c'est achetée génial. du début à la fin. Je les ai tous lus. Ouais. Et en fait, quand je parle de Yoko Tsuno, ça suscite souvent ces réactions. C'est dans notre inconscient, on n'y pense pas. Mais après, il y a Irène Langlais qui m'a dit ça, par exemple. Enfin, j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah mais oui, mais Yoko Tsuno, ça a été tellement important pour moi, pour mon rapport à la science. » Mais bon, donc si jamais je lance cette enquête un jour... Il y a Valérian et Laureline aussi. Laureline est un personnage Ouais. scientifique compétent, déterminé, qui dans la BD a plus de personnalité que Valérian. Oui. Alors d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur Yoko Tsuno, j'ai du coup aussi j'ai enquêté un peu sur l'histoire de Valérian. Et au début, en fait, tout était centré sur Valérian. Il s'est d'ailleurs passé un peu la même chose avec Yoko Tsuno. C'était au début pas le personnage principal. Et c'est en fait le courrier des lecteurs qui a poussé les auteurs à donner un rôle plus important et à conserver un rôle plus important. Au début, Laureline, elle devait carrément disparaître. Et ça n'est que tardivement que les aventures de Valérian sont devenues les aventures de Laureline et Valérian. Et il me semble que j'avais été un peu déçue de voir que dans la version film, n'apparaissait que Valérian. Oui, juste, le cinéma n'est pas toujours en avance du point de vue des représentations par rapport à la littérature. Il ne l'est pas. C'est étonnant de la part de Besson qui a des personnages féminins forts par ailleurs. Mais, ouais. Dans le cinquième élément, ouais. la femme est importante. Même dans beaucoup. Non, mais c'est Besson aussi. Hein. Mais ouais, je pense que c'est primordial. C'est primordial d'avoir des rôles, des modèles pour les femmes. C'est primordial. Bien sûr, je me base sur mon expérience personnelle. Si j'avais eu des modèles d'astrophysicienne, je serais astrophysicienne à l'heure qu'il est. Ça, c'est certain. J'en ai pas eu. Voilà. Mais il y a aussi, bon ça c'était il y a très longtemps, pour moi c'est trop tard, mais je reçois des courriers, mais vous n'imaginez même pas le nombre de mails, de messages Facebook que je reçois de la part de jeunes filles qui m'écrivent par exemple pour me dire bah voilà, moi je suis ton travail, j'aimerais bien être astrophysicienne ou travailler au CERN, mais j'ai que 14 ans en maths, est-ce que tu penses que je peux aller en S? Mais c'est dramatique parce que, en fait, moi, ce que je leur réponds, c'est écoute, je suis sûre qu'il y a des garçons dans ta classe. Le garçon qui a 10 et demi, il se pose même pas la question. Il va en S parce qu'il a la moyenne. C'est bon. Donc, toi, tu as 14, mais te pose pas la question non plus. Vas-y. Et je suis sûre que sur une jeune fille qui m'envoie un mail, il y en a 1000 qui l'envoient pas et qui font autre chose ou qui osent pas ou qui perdent confiance en elles parce qu'elles n'ont pas assez de modèles et parce que voilà. Et donc, dans tout ce que je fais, je fais plus de vulgarisation que de fiction, mais dans tout ce que je fais, je mets en avant
d'abord des femmes. Enfin, quand j'ai le choix, je mets en avant une femme à compétences égales, parce que, alors, dans mon travail, elles sont surreprésentées par rapport à ce qui se passe dans la société, mais c'est ma manière à moi de contrebalancer et de dire aux jeunes filles qui me regardent, bah, regardez, il y en a plein, il y en a plein. Bon, il faut chercher un peu parce qu'elles sont moins nombreuses, mais quand on cherche vraiment, on en trouve, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ouais, je pense que la représentation et les rôles modèles sont absolument primordiaux, il n'y en a pas assez, et donc moi je milite pour ça, et tous les jours je fais en sorte qu'elles puissent avoir des modèles. Et que les garçons comprennent que, oui, une femme physicienne, bah, elle est tout à fait aussi compétente qu'un homme physicien, et quel est le problème, quoi, au bout d'un moment. Enfin, voilà. Alors moi, je plus sois à deux mains et deux pieds. J'étais tombée sur une revue qui est sortie par... C'est une dame, Isabelle Marouani. Elle publie une revue qui s'appelle TGS, Travail, Genre, Société. Ça fait 20 ou 25 ans. Et donc, ils posent des questions, toujours les mêmes, à des jeunes gens qui ont entre 12 et 18 ans, hommes comme femmes. Et voilà, ils font la liste. Et globalement, les filles, déjà, on s'oriente à une époque où on essaye de se genrer. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a une identité sexuelle. On a tendance à être un petit peu outrancier. Enfin, moi, à une époque, je me maquillais un peu à la truelle. Les garçons ont un comportement un peu inverse. Donc c'est un moment où on va avoir plutôt tendance à se construire un cadre, et une fois qu'il est construit, on va le remettre en cause. Mais globalement, l'âge auquel on vous demande de choisir une profession, c'est pas le bon, c'est cet âge-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles qui ne vont pas se diriger vers ce qu'elles ont envie de faire parce que c'est pas dans le bon genre. Celles qui souhaitent s'y diriger, maître chien ou autre, on leur dit ce n'est pas pour vous. Voilà. Et à partir de 18 ou 20 ans, où on est un peu plus formé, on a un peu plus son identité, on sait peut-être un peu mieux ce qu'on veut, c'est trop tard, en tout cas dans notre société française. À partir du moment où on a choisi CAP coiffure à 14 ans, on va rester dedans. Ce qui est extrêmement désolant. Il est évident que là, alors non seulement il y a une misogynie effrayante, à partir du moment où une fille ose s'égarer en génie mécanique, il y en a 2 pour une promo de 100, et on va leur voler leur boîte à outils, dessiner des bites sur leur boîte à outils. On va se débrayer pour qu'elles se barrent, parce qu'à partir du moment où ça se féminise, c'est burk. Alors qu'un garçon qui va choisir puériculture, il va être sur une promo de 100 et il va être chouchouté aux petits oignons. Car quand une profession commence à se masculiniser, c'est bien. Voilà. Donc ça, vous pouvez le lire. Enfin, moi, je lis ça depuis 98, 20 ans après. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Je ne vais pas dire que ça empire parce que ça fait vieux machin qui trouve que c'était mieux avant. Enfin, moi, qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'améliore pas. Ce que voyant, moi, j'ai écrit, et là, c'est auto-promo, le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, où j'ai fait que ça, c'est-à-dire donner des modèles de physiciennes, d'astrophysiciennes, de médecins, de surfeuses, de mafieuses, de tortionnaires, de chercheuses d'or, de banquières, de tradeuses, voilà, pour que les petites filles ou les moins petites qui tomberont dessus voient qu'il y a des modèles et qu'elles s'en sortent, ma foi, extrêmement bien. Et que, alors dans le cas, par exemple, de best jumpeuses, aussi bien le salaire que l'espérance de vie sont effectivement sujets à caution. Mais voilà, j'ai eu un flash et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il n'y a pas de modèle. Vous allez dans les jouets de Noël, dans les couloirs roses, c'est des belles robes, des poupées qui parlent, qui marchent, qui font leurs dents, et puis des aspirettes et des lingettes, et puis des fers à repasser. On a le choix entre être mère de famille, femme de ménage et pute, quoi. Et c'est un peu restreint. Voilà. Donc moi j'ai apporté ma petite pierre à cet édifice. Je suis pas la seule à avoir sorti ce genre de recueil de modèles. Il y a Pénélope Bagieux qui a fait ça aussi très bien. Enfin, on est beaucoup. Il y a Charlotte Bousquet. Mais plus il y en a, plus ça va se diffuser et mieux ça va être pour les femmes qui nous suivent. Ça me fait réagir quand vous parlez de les couloirs des magasins de jouets en général. Garçons-filles. J'ai entendu un reportage à la télé. Les garçons, ça va être des choses qui sentent mauvais. Pataprout, ainsi de suite, super héros. Et les filles, princesses, Frescadella, voilà. Tout à fait. Et en fait, on croit que globalement, on met toute la domesticité chez les filles et les garçons ont tout le reste. C'est faux. Les garçons, ils ont le droit de modifier le monde. Alors, vous avez, pour faire de la chimie, tout ça.
Et ils doivent sortir, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des moyens de transport, des avions, des voitures, des motos. On leur assigne aussi un rôle qui est d'explorer le monde, soit par la pratique, soit par... vraiment, ils vont se balader sur les routes, quoi. Et alors qu'il y en a qui ont peut-être juste envie de rester au coin du feu à faire les geeks, quoi. C'est très particulier. Hein. Oui, il faudrait un couloir vert, tout à fait. Alors, est-ce que les autres panélistes souhaitent réagir avant qu'on donne la parole à la salle? Maria, oui. You know, in the former Soviet Union, which failed, we had declared equal rights for women and men. Dans l'ancienne Union soviétique qui n'existe plus, il avait véritablement eu une déclaration d'égalité totale entre les hommes et les femmes. And both in realistic literature and in science fiction, we had very active women who may be an example for every girl who likes to read science fiction. Et il y avait des femmes auteurs de science-fiction qui écrivaient des livres pour faire des bons modèles pour des jeunes femmes lectrices de science-fiction. And really a lot of women scientists. Et beaucoup de femmes scientifiques. But there is some kind of very complicated question I want just to mark now. Mais il y a quand même une question très compliquée que je voudrais adresser. Because when we now say about women scientists, we depict an ideal woman. Aujourd'hui, quand on parle d'une femme scientifique, on parle d'une femme, on décrit une femme idéale. She has to be beautiful. Elle doit être belle. Maybe young. Ce serait mieux si elle était jeune. Very talented. Très talentueuse. With good career. Avec une très bonne carrière. And good family. Et une bonne famille. And I think that when you read about this woman, you can have a complex. Et quand on lit à propos de ces femmes-là, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des complexes. Because nobody can manage all this. Personne n'est capable de gérer tout ça à la fois. Neither man nor woman. Ni les hommes, ni les femmes. So we have to be very, very careful. Donc il faut faire très, très attention. Because there is some kind of danger, we create a lot of complexes in our readers. Parce que nos idées, il y a un très grand danger que nos idées puissent créer des complexes chez les jeunes. So I think so. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure de donner la parole à la salle qui l'a déjà un peu prise. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, faire des commentaires, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour distribuer le micro. Et vous pouvez leur faire signe, non? C'est pas la peine. On l'a, oui. Merci, c'était juste pour dire que Jeanne Margolis a écrit un bouquin en anglais sur l'élimination des filles de l'informatique et elle pense simplement qu'il faudrait des cours de genre, tout bêtement, parce que par exemple elle a constaté des trucs marrants du genre les coudes. Les mecs se mettent les coudes comme ça, donc ils bloquent l'ordinateur libre et du coup personne n'ose le prendre, ni homme ni femme d'ailleurs. Et aussi les ordinateurs collectifs, les garçons se donnent le droit de les bidouiller, de les trafiquer, les filles n'osent pas. Et elle pense aussi que les garçons ont plusieurs longueurs d'avance du fait d'avoir été initiés, alors elle calcule tout, comment l'ordinateur a été mis dans la chambre du petit garçon, non pas de la petite fille, etc. Et donc quand les filles arrivent en informatique, les garçons savent déjà le PHP, tout ça, et les filles non. Donc du coup, elles perdent des points aussi sur le plan, disons, universitaire. Voilà, c'est une enquête qu'elle a faite qui est assez intéressante. Et j'ai un PDF si ça intéresse quelqu'un, donc je peux l'envoyer à qui voudra. Voilà. Merci. Alors, en fait, c'était Anne Larue, qu'on aura tout à l'heure à une autre table ronde. Alors, je voudrais effectivement abonder dans ton sens. J'ai moi-même eu la chance de participer à un programme de recherche sur les représentations de genre en sciences de l'information et de la communication. C'était il y a 3 à 4 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris dans les colloques auxquels j'ai participé et de découvrir en fait à quel point, et c'était vraiment très effrayant, il y avait eu une politique délibérée, manifeste, pour écarter les femmes de l'informatique qui, effectivement, comme le suggérait tout à l'heure Sylvie Lenné, étaient présentes au début. C'était les calculatrices, au sens propre.
Et à partir du moment où l'informatique est apparue non plus comme une espèce de forme améliorée de sténographie, mais un lieu d'exercice du pouvoir, il y a eu une gestion des carrières délibérées pour écarter les femmes et mettre en place plutôt des hommes et dégoûter d'une certaine façon les femmes de faire carrière là-dedans. Voilà, donc je pense que d'ailleurs les travaux de recherche ont été publiés et ils sont vraiment très, très édifiants. Alors, il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui... Ah, pardon, Sylvie. Oui, je peux apporter un témoignage là-dessus, puisque j'ai fait une école d'ingénieur informatique. Et je peux vous raconter, je ne l'oublierai jamais de ma vie entière, le discours qu'a fait le directeur du département informatique le jour où nous sommes rentrés dans la filière. Ce discours était un discours de bienvenue. Je vous ai dit, on était 1/7 en proportion. Et son discours a été « Messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous allons vous préparer au métier de demain, à des professions exaltantes. Vous ferez des magnifiques carrières. Voilà, nous allons passer 3 ans ensemble et ce sera merveilleux. Mesdames, je ne vous ai pas oublié. Bon, je ne peux pas vous parler tout à fait dans les mêmes termes parce que probablement vous aurez d'autres projets dans votre vie. Vous allez fonder une famille, vous aurez des enfants. Mais peut-être sur les bancs de cette école, allez-vous rencontrer votre futur époux. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir avec vous, nous aussi. C'était le discours du premier jour dans le département informatique. Merci pour ce témoignage. Une autre question, remarque Oui. là-bas. Bonjour. Alors moi, je connais moins bien la science-fiction que le polar, mais l'histoire de la représentation des personnages féminins dans la littérature, je trouve ça absolument passionnant. Les pires connes que vous pouvez trouver dans la littérature de polar, mais vraiment, hein, c'est un truc que je connais bien, c'est impressionnant. Hein. C'est les putes, les nunuches, les victimes. Enfin, c'est caricatural, mais c'est tout le pire de ce que vous pouvez imaginer. On est encore loin de la réalité. 80% des lecteurs sont des lectrices. Ça m'a toujours absolument fasciné. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire, mais je peux vous citer 3-4 auteurs dont tous les personnages sont des débiles profondes. Mais vraiment, il n'y a pas d'exception, quoi. 80% du lectorat en face, c'est des femmes et des acheteuses. Hein. Ça m'a toujours sidéré. Alors, je ne connais pas la proportion dans le lectorat dans la SF. C'est la même. Je me demande qui a le problème. On est obligé. Parce que vraiment, je vous dis, voilà, vous lisez Tilliez, c'est stratosphérique. Hein. Il n'y a pas une femme qui réfléchit. Mais elles se font régulièrement violer quand même, par contre. Et ça marche. Et quand on est... Moi, j'ai été libraire. C'est extrêmement gênant de vendre ces livres-là à un moment. Je me dis, mais comment c'est possible de s'identifier Enfin, on n'est pas obligé de s'identifier au personnage, mais c'est fou, quoi. Alors là, moi, je voulais faire un commentaire qui va être très bref, parce que là, on pourrait faire 12 tables rondes autour de ça. Et puis, ça sera sans moi. Parce que là, vous abordez ce qu'on appelle la misogynie féminine. Permettez-moi de vous dire que si les femmes étaient solidaires entre elles, si elles ne se tiraient pas dans le pied, si elles n'étaient pas plus misogynes qu'un code Napoléon, on serait les maîtresses du monde. Voilà. Mais la misogynie féminine, celle qui osera soulever ce lièvre, va se retrouver en but à une haine d'une férocité que j'ose pas imaginer. Moi, j'ai toujours renoncé à porter ce chapeau-là, parce que ça sera monstrueux. Il y en a une un jour qui va devoir s'y coller, ça sera pas moi. Alors, mais enfin, à un moment, il y a... juste 2 secondes, 50 Shades of Grey, c'est... Voilà. Enfin, bah si, c'est que des femmes, elles le lisent de la main gauche, mais faut voir ce qu'elles lisent, quoi. Mais dernièrement, il y a quand même eu Millennium avec un putain de personnage féminin, moi que je voudrais épouser, et Bernard Minier en polar, qui est, moi j'ai été agréablement surprise du traitement du personnage féminin, qui est en plus lesbienne, je crois. Enfin, les personnages féminins sont vraiment chouettes dans Bernard Minier, voilà. Et qu'il a écrit Glacé, tout ça. Eh ben moi, je voulais dire que je suis dans un univers, à l'université, qui est quand même un univers assez patriarcal, largement. Même dans les sciences humaines et sociales, il y a quand même une équipe présidentielle qui est majoritairement masculine. Enfin, plus on monte dans la hiérarchie universitaire
Et plus on est dans des milieux où il n'y a plus que des hommes et peut-être parfois une femme alibi, et que j'ai toujours été heureuse au cours de ma carrière d'avoir autour de moi quelques rares femmes à des positions de pouvoir, parce qu'il y a eu de la solidarité entre nous, et il y en a toujours eu. Donc je voulais dire à Catherine que moi, ce que j'ai vécu dans ces univers où le plafond de verre, on se le prend sur la tête, plus on monte, plus on se le prend fort sur la tête, eh bien, heureusement qu'il y a des femmes. Et s'il y en avait plus, on aurait plus de chances de faire passer des candidats féminins devant les collèges d'experts, devant toutes les instances collégiales. Quand il y a des femmes, elles savent défendre les femmes. Donc voilà, je suis plus optimiste que Catherine là-dessus parce que j'ai eu la chance de voir la solidarité féminine à l'œuvre. Ok, donc, très bien. Une dernière question, là-bas, il y a quelqu'un qui lève le bras. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai des références par rapport à des personnages féminins, mais pas dans la science-fiction. Je me souviens d'une mini-série qui s'appelait The Honorable Woman, où il y avait une femme qui était à un poste décisionnaire. Enfin, je crois qu'elle travaillait dans le MI5 ou voilà. Elle avait à ses ordres donc une femme autoritaire avec un tempérament, voilà, un fort caractère. Elle avait sous ses ordres des hommes. Et j'ai trouvé ce personnage, ça m'a fait un bien fou de voir un personnage comme celui-là, mais en même temps, ça m'a amené à me poser des questions parce qu'elle avait une manière aussi de maltraiter les hommes. Où par exemple elle disait moi je suis la seule femme à avoir un vagin et vous les hommes vous êtes des petites filles, voilà, avec une espèce de manière de s'affirmer qui avait toujours une forme de qui s'alliait avec une forme d'agressivité. Et moi quand j'ai vu ça, j'étais très contente en fait, mais c'est après coup je me suis dit mais est-ce que finalement est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence dans cette représentation des femmes fortes où elles doivent faire preuve de violence, comme les hommes peuvent le faire, pour s'affirmer et exister. Et ça m'a fait la même impression quand j'ai vu alors je ne l'ai pas vu ce film, mais j'en ai entendu parler, j'ai lu la critique. Alors c'est un film un film assez gore, où une femme se fait violer, et elle décide en fait de se venger un peu à la Charles Bronson, je vais tous les dézinguer, et en lisant ça, je me suis dit, ouais, il y a le côté un peu jubilatoire où la victime se transforme en bourreau, mais je trouve que ça interroge aussi en même temps. On peut être une femme et être conne, hein. Non, c'est vrai ? Ouais. On peut être une femme et être violente. On peut être une femme et être une serial killeuse. On peut être... Enfin, on est des êtres humains, on n'est pas... Comment ça, on les pas femmes différents. sont des gens ? Ouais. Il y a une très très jolie nouvelle d'Anna Gavalda. C'est pareil, c'est Nana, elle est veto, et puis elle va faire veto une nuit dans une ferme, et ça se passe mal. Elle tombe sur 3 ou 4 gus qui lui font passer un très très sale quart d'heure. Et elle prend elle les pique avec du anesthésiant pour cheval. Elle leur coupe les coucougnettes, elle les recoue sur leurs paupières. Et c'est comme ça, c'est gratuit. Et moi, je dis, ça change. Par rapport à American Psycho et toute la littérature de ce genre-là. Est-ce qu'on va finir sur cette note joyeuse et optimiste ? Non, il y a quelqu'un qui va peut-être nous en... Bonjour, j'ai un cerveau créatif, on va dire. J'ai un métier à géométrie variable, c'est ce qu'on m'a dit. J'adore cette expression. Donc, j'imagine un personnage d'un côté humain, un côté animal, avec une couille ici, avec un vagin là, et ainsi de suite. Il n'y aura plus de bagarre entre hommes et femmes. Il y aura la bagarre entre humains et... Très bien, on va devoir... Je n'ai pas de solution. Non, pas de souci, je coupe. Je reste assis aussi. Et d'un grand merci à notre panel. Moi, j'étais juste là pour faire introduction, post-production, etc. C'était génial. Plein d'applaudissements pour cette très belle première table ronde. C'était vraiment génial. Vous pouvez retrouver nos autrices
Celles qui ne sont pas en table ronde directement derrière, sur le salon du livre en dédicace, tout simplement, allez les voir. Il y a notre libraire au Merveille qui est sur place pour présenter tout ça. Et là, on a une projection de court-métrage qui démarre à 16h derrière. Donc les billets sont en vente à l'accueil si jamais vous ne l'avez pas le vôtre. Merci beaucoup.